Ok, alors sur l'exercice 3, donc c'est une détente de Joule-Gay-Lussac, mais cette fois-ci, je fais le 3 maintenant parce que vous allez voir que c'est la suite du... Une fois qu'on a fait le 1, c'est hyper rapide. Et je fais le 2 après. Je fais 1, 3, 2. D'accord? Donc tout à l'heure, dans la méthode 3, on faisait une détente de Joule-Gay-Lussac où on doublait le volume. Là, on passe d'un volume V0 à un volume un tout petit peu plus grand, que je note V0, 1 plus epsilon. Effectuer un bilan anthropique de la transformation, bah là c'est hyper facile, c'est refaire la méthode 3. Donc j'ai fait un résumé dans ce que j'ai tapé comme correction là. Alors je suis allé encore plus vite, j'ai dit ok, c'est une détente d'un Joule-Gay-Lussac d'un gaz parfait, donc c'est isotherme. J'écris la variation d'entropie avec la formule sur les volumes, donc ça fait NR ln du volume final sur le volume initial, et il reste NR ln de 1 plus epsilon. Et là j'ai fait un petit développement limité de ln de 1 plus epsilon. Donc je m'arrête au premier ordre de mon nul, ln de 1 plus epsilon, ça fait epsilon, et du coup il me reste delta S égale NR epsilon. L'entropie échangée, elle vaut 0 parce que la transfo elle est adiabatique. Et du coup, le deuxième principe, il me donne directement que l'entropie créée, c'est delta S. Exactement ce qu'on vient de faire à la méthode 3. Donc mon entropie créée, elle s'écrit NR epsilon. Pourquoi un DL? Parce qu'on vous dit que epsilon est très petit devant 1. D'accord? Alors on peut garder l'expression ln de 1 plus epsilon, hein, c'est juste. Mais le fait de faire le DL, ça va m'aider pour la question d'après. Ok? Donc deuxième question, c'est un rappel sur un exo qu'on a fait dans le cours. On mettait en contact deux solides de température très proche et on avait fait le bilan anthropique là-dessus. Donc le premier solide, alors je ne me rappelle plus les notations, on va les réécrire. Le premier solide, il avait peut-être une température, on va dire T0. Et il était en contact avec un deuxième solide qui avait une température T0, facteur de 1 plus epsilon. Ça marche pas bien mon truc là. 1 plus epsilon, comme ça. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait montré que pour cette transformation-là, delta S était proportionnel à epsilon carré. D'accord? Donc ça, on l'avait fait dans le cours. Je vous laisse refouiller dans le poly de cours. Du coup, si on vous demande de comparer les deux transformations, de dire quelle est la plus irréversible, il faut que je compare les deux delta S. Alors il y a un préfacteur devant. Là c'était NR, l'autre le préfacteur c'était lié aux capacités calorifiques. Mais ce qui est important, c'est que dans le cas de la mise en contact, j'ai un proportionnel à epsilon carré. Alors que dans le cas de la détente de Joule, j'ai un proportionnel à juste epsilon tout seul. Et que si vous avez epsilon très petit devant 1, bah epsilon carré est très petit devant epsilon. Ça c'est logique. Et du coup, la conclusion, c'est qu'en fait, la détente de Joule-Gay-Lussac est plus irréversible que la mise en contact de deux solides. C'est une transformation, vous ne pouvez pas la tendre vers une transformation réversible. Il faut juste ne pas faire la transformation pour qu'elle tende vers un truc réversible. Voilà, ça c'était l'exercice 3. Alors l'exercice 2, il est beaucoup plus subtil. Donc dans l'exercice 2, on vous propose la situation suivante. Vous avez une bouteille rigide de volume V1 avec des parois calorifugées, fermée par un bouchon calorifugé, donc tout est calorifugé. Au départ, la bouteille est vide. Tout l'air qui est autour est à la pression P0 à la température T0. On enlève le bouchon, la bouteille se remplit d'air, dès que l'air ne rentre plus, on referme le bouchon. Alors, on vous dit représenter sur un schéma état initial, état intermédiaire, état final, en précisant le système étudié. Le but de cette question, c'est justement de bien définir quel est le système. Donc on va faire ça. Hop. Alors on se fait une petite explosion comme ça. Donc ceci est une bouteille. Là c'est la question 1. Hop. Ça c'est le bouchon. Et la bouteille je la représente comme ça. Magnifique. On va plus faire un trait droit. D'accord? Il y a de l'air autour. Et en particulier il y a cet air là. Qui est l'air qui va rentrer dans la bouteille. J'ouvre le bouchon. Donc le bouchon il est, mettons comme ça. Ça c'est le bouchon. Et ça c'est le reste de la bouteille. Là j'ai ouvert le bouchon. Donc il y a un trou, hein. Logique. Qu'est-ce qui se passe? L'air qui était autour commence à rentrer dans la bouteille. Et puis il y a un moment, le bouchon est toujours ouvert, et l'air arrête de rentrer dans la bouteille. Donc ça veut dire qu'il occupe tout ce volume-là. Et à ce moment-là, je referme
le bouchon. Et j'arrive à l'état final. Ok? Alors la bouteille ne change pas de taille au fur et à mesure, c'est juste moi qui suis nul en dessin. Ça c'est autre chose. Donc ça vous incite à travailler sur quel système? Vu le schéma, je vais travailler sur le système l'air qui va rentrer dans la bouteille. Qu'est-ce que j'ai comme information sur ce système? Les informations que j'ai sur ce système, c'est au départ, dans l'état initial, il est à une pression P atmosphérique. Alors, je ne sais plus si c'était noté P0 ou P atmosphérique, P0. Donc il a une pression P0 et il a une température T0. Il y a la transformation qui l'amène à un état final. Et on vous dit on referme le bouchon au moment où l'air arrête de rentrer. Donc si on fait ça, ça vous dit que la pression finale, elle est égale à P0 aussi. C'est le moment où en gros le reste de l'atmosphère qui est en train ici de pousser là, comme ça. Le reste de l'atmosphère, d'accord, il pousse, mais c'est compensé par le fait qu'il y avait du gaz en dessous qui pousse dans ce sens-là. Donc PF égale P0. Autre info que j'ai dans l'état final, le volume final, c'est le volume de la bouteille. Le volume de la bouteille, je crois qu'il était noté V1. Donc le volume de la bouteille, c'est V1. Par contre, le volume initial, je vais le noter V0. Et a priori, il n'y a aucune raison que V0 ait un lien avec V1. La température finale, pour le moment, j'en sais rien. On vous dit que la bouteille est calorifugée, donc il n'y a aucune raison que la température finale ait un lien avec la température initiale. Et là, on va caractériser la transformation. Alors on vous demande à la question 2 de justifier qu'elle est adiabatique. On vous dit pourquoi peut-on considérer la transformation adiabatique? Alors pourquoi elle est adiabatique? Je vais l'écrire là. L'argument qu'il faut utiliser, c'est de dire la transformation elle est adiabatique parce qu'elle est très rapide. C'est-à-dire la phase d'entrée de l'air dans la bouteille, ça se fait très rapidement. Et en plus, les parois sont calorifugées. Donc ça, c'est l'entrée de l'air. Et en plus, j'ai les parois calorifugées, ce qui fait qu'une fois que l'air est rentré, il n'y a quand même pas de chaleur qui sort. Une fois que j'ai refermé le bouchon. Donc c'est une transformation rapide adiabatique. Alors après, on vous demande de trouver l'état final. Donc trouver l'état final, c'est trouver la température finale qui est notée T. Alors elle s'appelle du T1. Donc ça, c'était noté T1 dans l'énoncé. Donc on va chercher T1. Hop. Alors qu'est-ce que j'ai comme outil pour trouver T1? J'ai le premier principe. Je ne peux pas le trouver directement parce que j'ai... alors je peux l'exprimer d'une première façon avec l'équation d'état. Donc je vais utiliser l'équation d'état. Alors on va l'écrire à l'état initial. Donc à l'état initial, il y avait une pression P0, un volume V0, égale nRT0. Et à l'état final, j'ai une pression P0, un volume V1, égale nRT1. Combien j'ai d'inconnus là-dedans? Les inconnus que j'ai, je vais les entourer. J'ai T1 qui est ici, qui n'est pas connu. Et j'ai aussi V0 qui n'est pas connu, parce que je ne sais pas combien le gaz occupait de place au départ. Donc j'ai deux inconnus. Alors on peut quand même simplifier un petit peu. On peut écrire... alors comment je vais faire ça? On peut écrire que V0 sur T0 égale V1 sur T1. Ça va nous faire une première relation. Ça, j'ai le droit de l'écrire. Tac. Et donc vous savez que quand vous avez un problème, on vous demande de caractériser l'état final et que vous avez deux inconnus,
l'équation d'état, ça ne suffit pas, il me faut une autre information. L'autre information, je vais utiliser le premier principe. Alors la seule info que j'ai sur la transformation, c'est que c'est une adiabatique. Donc j'écris delta U, alors là je vais mettre delta EC pour faire les choses bien, égale W plus Q. C'est adiabatique, donc Q, il disparaît. Ça c'est parce que c'est adiabatique. Ensuite, delta EC, il disparaît aussi, parce que d'accord, le gaz il se met en mouvement entre l'état initial et l'état final, mais il est macroscopiquement au repos à l'état initial, et il est aussi macroscopiquement au repos à l'état final. Et donc il me reste à exprimer ça. Alors ça je sais faire. Ça fait N CVM delta T. Et il me reste à exprimer ça. Là on va passer un petit peu de temps pour caractériser. Alors comment on va faire pour caractériser le travail? Je vais refaire un schéma de ce qui se passe à l'état, en particulier à l'état intermédiaire. Saturation micro, ça veut dire quoi ça? Ah, de mon micro. Le micro dans... Ça va mieux là? Ok. Oui, c'est parce qu'en fait je suis sous l'eau depuis 2 mois, c'est normal ça. Mais Loïc, c'était pas très sympa de me le faire remarquer. Je plaisante, ça va mieux là ou le son ou pas? Ok. Alors du coup on va calculer le travail. Donc pour calculer le travail, on va faire la situation, donc le bouchon est ouvert, le gaz est en train de rentrer. Donc je refais un petit schéma, bouchon ouvert comme j'ai fait tout à l'heure, et le gaz qui est en train de rentrer. Donc le schéma que j'avais fait dans la situation intermédiaire, comme ça. Donc vous voyez, alors je le dessine un petit peu arbitrairement. Ça c'est le gaz qui est en train de rentrer dans la bouteille. Alors là on va avoir un petit problème pour calculer le travail, c'est j'ai envie d'appliquer la formule moins P extérieur dV, sauf que le problème que je vais avoir, c'est que cette formule-là, elle est valable que si P extérieur est le même partout. Or, si je regarde au fur et à mesure, en différents points, ici, P extérieur, il vaut la pression atmosphérique. Ici aussi. Mais ici, P extérieur, il vaut 0. Parce que là, il y a du vide en dessous. Et puis ici aussi, partout à l'intérieur. Donc là, on ne peut pas appliquer la formule directement, celle-là. Là. Donc je ne peux pas appliquer. W égale moins somme de V, donc V initial à V final, P extérieur dV. Parce que dans les conditions d'application de cette formule, ça suppose d'avoir P extérieur le même en tout point des parties mobiles. Donc là, je n'ai pas P extérieur uniforme en tout point des parties mobiles. Alors Timothée, je ne comprends pas pourquoi P extérieur égale 0 en présence du vide. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui génère la pression, si je reviens à une interprétation microscopique, c'est les chocs des molécules sur les parois. D'accord? Donc si vous mettez du vide, vous enlevez les molécules, donc vous enlevez les chocs. Donc s'il n'y a plus de choc, il n'y a plus de pression. C'est bon? Alors qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas appliquer la formule du cours, qui est la formule centrale? Et bien on revient un tout petit peu en arrière dans le cours et on se rappelle comment est-ce qu'on a démontré cette formule-là. Et donc comment est-ce qu'on a fait pour démontrer cette formule-là? Et bien bêtement, on a fait de la mécanique. Alors au niveau de l'entrée de la bouteille, il y a une pression. En fait, au niveau de l'entrée, juste au-dessus, il va y avoir une pression P0 et juste en dessous, il va y avoir du vide. Après, ce qui va se passer, c'est que très vite, le vide il va être comblé.
et je récupérerai une pression, j'aurai une pression qui sera la pression P0 partout au niveau de l'entrée. D'accord? Mais ce qui est important à comprendre, c'est que je suis en train de faire quoi? Je suis en train de laisser le gaz rentrer, et tant qu'il y a une pression extérieure nulle quelque part, et ben toute la paroi que je suis en train de dessiner n'est pas à la même pression. C'est ça qui est important à comprendre. Alors du coup, on va revenir à qu'est-ce que c'est comment est-ce qu'on obtient cette formule-là? Et ben on obtient cette formule-là en disant je vais faire des déplacements élémentaires en poussant avec une certaine pression d'un côté. Donc comment je fais pour que le gaz rentre dans la bouteille? Je vais le faire sur un dessin un peu plus simplifié. Là, vous avez le volume qui est le volume V1 et le gaz qui était ici qui est comme ça. Comment je vais faire pour que ce gaz rentre dans la bouteille? Je vais le pousser dans la bouteille. Donc c'est le rôle de la pression extérieure. Donc là, elle va pousser comme ça. D'accord? On le pousse ici à la pression P0. Et de l'autre côté, donc à P0, on pousse. Alors on, c'est pas on, hein, c'est le reste du gaz. Je mets entre guillemets, on pousse le gaz. Dans la bouteille. Et de l'autre côté, on va tirer en fait. Donc ici, en fait, ici, s'il y avait une pression s'il y avait du gaz à l'intérieur, ça empêcherait le gaz de rentrer. Donc je vais pas mettre la flèche dans ce sens-là, je vais mettre comme ça. Donc ici, donc l'intérieur, je mets entre guillemets, il s'oppose à l'entrée du gaz. Et on va compter combien ça nous coûte de faire les deux étapes. Donc première étape, je suis en train de pousser le gaz. Deuxième étape, je suis en train de le bloquer de l'autre côté. Alors, pour pousser le gaz, je l'ai déplacé de ce point-là à ce point-là. Donc je l'ai déplacé du volume qui est le volume P0V0. Et je le déplace en poussant. Donc ça, c'est l'extérieur qui apporte un travail. Alors du coup, attendez, je vais faire une petite capture comme ça. Hop. Et on va faire un peu de ménage au-dessus. Comme ça. Donc combien ça coûte, entre guillemets, en termes de travail, la première partie? Ça correspond à un déplacement qui balaye le volume V0. Donc j'étais dans cette couleur-là. Attendez, je ne sais pas où bon truc. Donc pour P0, on balaye le volume V0. Et en fait, ça, on le fait en faisant une compression. On est en train de pousser de la droite. Alors là, pourquoi l'intérieur s'oppose à l'entrée? Parce que alors là, à l'intérieur, il n'y aura pas de gaz. Donc ça va être très rapide. Ça va faire 0. En fait, il faut imaginer la situation. Vous voulez que le gaz bleu rentre dans la bouteille. D'accord? Mais il se peut qu'il y ait déjà d'autres choses dans la bouteille. Donc comment je fais pour que le gaz bleu rentre dans la bouteille? Moi, je pousse à gauche. Et ceux qui sont déjà dans la bouteille vont empêcher le gaz de rentrer. Donc eux, ils vont pousser de la droite vers la gauche. Alors que moi, pour faire rentrer, je vais pousser de la gauche vers la droite. Mais là, vous avez raison, comme il y a du vide, mes flèches orange, finalement, elles sont nulles. Donc il n'y aura rien qui s'opposera à l'entrée. D'accord? Là, en faisant ce raisonnement, j'anticipe sur des situations un peu plus fréquentes dans lesquelles vous avez une pression à gauche et une pression à droite. Qu'on reverra en particulier dans le cours final sur les machines thermiques. Alors, donc pour P0, on balaye V0 en faisant une compression, donc en comprimant. Ça nécessite
un travail qui correspond à P0 fois V0. Comment je l'obtiens ça? Je fais la force fois le déplacement. Donc ça fait la force fois le déplacement. La force, c'est P0 fois la surface, et le déplacement, c'est toute la longueur qui est ici. Ça, c'est le déplacement. Ok? Pour ce qui se passe à l'intérieur, comme la pression est nulle, et ben ça va faire 0. Il n'y a pas la surface dans la force de pression, non? Si, oui, si, dans la force, oui. Mais justement, ici, ça, vous allez l'écrire P0 fois la surface, fois le déplacement. D'accord? Et la surface fois le déplacement, je le récupère ici. Ça fait V0. Ok? Donc ça, c'est pour la partie je pousse. Pour la partie je tire de l'autre, enfin je retiens de l'autre côté la partie orange ici. Bah, combien ça coûte? Ça coûte rien. Ça coûte rien parce qu'il n'y a pas de pression. Il y a une pression nulle. Donc en orange, on va avoir un travail qui vaut 0. Je vais l'appeler W2. Alors que le premier, je vais l'appeler W1. Et donc finalement, quel est le travail nécessaire, enfin quel est le travail total des forces de pression pour envoyer le gaz de l'extérieur à l'intérieur? C'est W1 plus W2. Sauf que là, j'ai fait une bêtise. Attendez que je réfléchisse un peu. Non, c'est pas mal. Hop, on va faire un ménage. Alors maintenant, on va vérifier que les signes ils sont cohérents. Et on va caractériser le travail total. Donc à gauche, c'est bien l'extérieur qui poussait. Donc le gaz il reçoit un travail de la partie W1. W2 de toute façon il vaut 0, donc du coup il n'y a pas de piège. W ça va faire W1 plus W2 et ça va faire P0 fois V0. Et du coup maintenant je peux écrire le premier principe. On ne peut pas juste distinguer les deux surfaces mobiles. Oui, exactement, ça revient à faire ça. Donc là, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Enfin, c'est ce que j'ai fait implicitement. Le trait vertical que je viens d'effacer, c'était la surface mobile qui se promène. D'accord? Le travail au contact du vide est nul et l'autre, exactement. Ouais, c'est ça. En fait, là, le terme technique pour dire ça s'appelle un travail de transvasement. C'est combien ça coûte de déplacer un gaz d'un endroit à un autre. Et là, on a calculé on a exprimé ce terme-là. Alors du coup, une fois qu'on a fait ça, on revient au premier principe. Et donc on écrivait quoi? On écrivait que N CVM T1 moins T0, tout ça, ça doit être égal justement à ce travail, donc à P0 V0, que je vais réécrire NRT0. Je comprends pas vos formules de travail. Alors je finis le raisonnement puis je le réexplique juste après, Alexis, ok? Si ça vous embête pas. Du coup après, faut que j'isole T1. Alors si on isole T1, ça va faire T1 égale CVM plus R fois T0 sur CVM. Et là, normalement, vous devez reconnaître quelque chose, à savoir CVM plus R, c'est CPM, et CPM sur CVM, c'est le coefficient de la place. Donc du coup, attendez, je me suis trompé de couleur, c'est un petit peu moche comme ça. Hop, ça va être mieux là. Donc du coup, si j'écris T1, il vaut gamma fois T0. Vous n'avez pas compris comment j'ai isolé. Je recommence. Je le refais parce que je viens d'effacer. Donc j'avais NCVM T1 moins T0 égale NRT0.
J'ai simplifié par n. J'ai divisé par CVM. Donc ça fait T1 moins T0 égale R sur CVM. T0. Donc ça fait T1 égale R plus CVM sur CVM T0. Et R plus CVM, c'est CPM. Hugo, c'est bon ou pas? Bilal, on a utilisé l'équation d'état pour remplacer P0 V0 par NR T0. D'accord? Donc j'arrive à T1 égale gamma T0. Alors du coup, je vais effacer mon bazar et je vais essayer de réexpliquer l'histoire l'histoire du travail, parce que j'avais une question qui était restée, c'était Alexis. Alors, du coup, je réexplique pour Alexis la formule du travail. Je vais le faire sur un schéma un peu plus simplifié. Tac, 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 comme ça. Donc je fais un schéma où ici, c'est l'intérieur de la bouteille. D'accord? Au départ, le gaz, il est ici. Qu'est-ce qui fait que le gaz va aller de l'extérieur à l'intérieur de la bouteille? C'est la présence de l'air qui est ici, qui est en train de pousser le gaz dans la bouteille. Et l'air, il est à la pression P0. D'accord? À l'état initial, cette surface-là, elle est ici. À l'état final, cette surface-là, elle se retrouve ici. Ce qui fait que si je redessine en dessous la situation à l'état final, la surface elle est ici et le gaz il est à l'intérieur. Comme ça. Ok? Je vais calculer le travail associé à cette force-là, à la pression extérieure. Donc qu'est-ce que c'est le travail élémentaire? C'est la force scalaire, le déplacement élémentaire. Ça, c'est de la méca. Je me mets un petit axe X comme ça. Hop. La force, c'est P0 fois la surface, selon EX, fois le petit dx. Du coup, le travail total, ça va être, c'est celui que j'avais appelé 1, W1, ça va être P0 S fois la somme du dx. La somme du dx, ça va me donner ce grand X là. Donc ça fait P0 fois S fois grand X. Et S fois grand X, c'était justement le volume bleu. Donc ça fait bien P0 fois V0. Ça m'a coûté P0 V0 de déplacer cette membrane-là d'ici à ici. Ça, c'est la partie, je suis en train d'appliquer les forces de ce côté-là. D'accord? Si je fais le même calcul de l'autre côté, avec une autre force de pression, là, si je dessine les forces de pression, elles sont dans l'autre sens. Elles sont comme ça. En fait, le volume en bleu, on ne le détermine pas, on le fixe au départ. C'est le volume c'est votre système à l'état initial. C'est le gaz à l'état initial, il occupe le volume bleu. Je ne connais pas sa valeur, hein, mais je le représente juste schématiquement. Ok? Du coup, je finis le calcul sur le travail. Après, je réponds à Lucas, je vous réponds juste après. Si en plus j'ai les flèches orange qui s'appliquent dans l'autre sens, ça c'était pour le travail W2, ben, je vais faire exactement le même raisonnement. Sauf qu'ici, le déplacement élémentaire, c'est aussi un dxx. Et la force, cette fois-ci, elle est dans l'autre sens. Donc c'est moins P intérieur fois S selon EX. Parce que la force, elle est dirigée de la droite vers la gauche. Sauf que ici, P intérieur, ça vaut 0. Donc mon petit travail élémentaire, il vaut 0. Et après, par sommation, vous récupérez bien 0. Donc le travail total, c'est P0, V0. Ça, c'était pour répondre à... Je remonte en arrière. Alexis, c'est bon Alexis ou pas? Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans ce raisonnement, c'est que j'ai pas le droit d'appliquer directement la formule du cours, parce que les deux parois, ces deux parois-là,
qui sont toutes les deux des parties mobiles, elles ne sont pas à la même pression. Et comme elles ne sont pas à la même pression, je ne suis pas dans le cadre d'application de la formule du cours. Ensuite, on peut dire que la transformation est adiabatique. Alors oui, les parois sont calorifugées, ça c'est pour la fin, et aussi le début. Le gaz il rentre très rapidement dans la bouteille, ce qui fait qu'il n'y a pas le temps d'avoir des échanges entre le gaz qui est à l'extérieur et le reste de l'atmosphère. D'accord, il y a deux aspects dans le adiabatique. Il y a l'aspect rapide au moment de l'entrée, et il y a l'aspect une fois que c'est rentré, ça reste. Alors du coup, on avait trouvé T1 égale gamma T0. Alors du coup, je vais finir l'exercice. Déterminer l'entropie créée, quelle en est la cause. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire le bilan anthropique. Donc pour faire le bilan anthropique, là, il y a plusieurs stratégies. Et une bonne stratégie, c'est de constater que la grandeur que vous connaissez à l'état initial et à l'état final, c'est la pression. Donc on va essayer de réécrire l'entropie à partir de la pression. Alors du coup, je vais faire du ménage. On va enlever ça. Et on va enlever ça. Donc ça commence toujours pareil, un bilan anthropique. Hein. On va calculer delta S. Donc comment je fais ça? Je dis c'est N CVM ln de T final sur T initial plus NR ln de V final qui est V1 sur V initial qui est V0. Sauf que le problème c'est que V0 je ne le connais pas. Et c'est pas grave parce que V1 sur V0 on l'avait via l'équation d'état qu'on avait écrit tout à l'heure. Donc on savait que V1 sur T1 c'était V0 sur T0. Donc du coup, on peut écrire que V1 sur V0, ça fait T1 sur T0. Et on remplace. Je ne vais même pas passer par la pression. Donc delta S, ça fait quoi? Ça vous fait du N CVM ln de gamma plus NR ln de T1 sur T0 qui vaut aussi gamma. Et donc ça fait N CVM plus R ln de gamma. Delta S, il vaut N, c'est PM ln de gamma. Là, j'ai calculé la variation d'entropie. Une fois que j'ai ça, si je veux faire le bilan anthropique, je vais calculer l'entropie échangée puis l'entropie créée, comme on a fait dans l'exercice 1. Donc je pars de delta S égale NCP ln de gamma. Ah zut, c'est encore pas la bonne couleur. Je suis pas très doué avec. Hop. Donc maintenant je cherche S échangé. S échangé, c'est Q sur T du thermostat. Ici c'est la température de l'air. Et ici ça vaut 0 parce que c'est adiabatique. Donc là c'est rapide. J'ai pas besoin de faire tout le premier principe. Quand c'est adiabatique, c'est rapide. Donc en appliquant le deuxième principe, j'obtiens que S créé, ça fait delta S, et donc ici ça fait NCPM ln de gamma. Ça, gamma, c'est supérieur à 1, par construction. Donc tout ça, c'est bien strictement positif. J'ai bien une transformation irréversible. Quelle est la cause d'irréversibilité? Alors, il y a plusieurs choses que vous pouvez citer. C'est assez brutal. Ouais. Une autre cause? S'il y en a qui sont inspirés, n'hésitez pas. Pas trop. Ouais, différence de pression. Donc, inhomogénéité de pression, pas une différence. C'est ça. Alors, inhomogénéité, il faut dire de quoi hein? Inhomogénéité. Alors, soit de pression, soit de concentration. Ok?
Voilà, donc le but de cet exercice, en fait, c'était de mettre le doigt sur le problème du calcul du travail. C'était ça la difficulté. Et la deuxième difficulté, c'était de bien définir le système. Et donc ça finit la correction de l'exercice 3. Et du coup, j'ai fini de corriger les exos que je voulais corriger aujourd'hui. Et on peut passer à la phase 2, celle où je réponds aux questions, si vous avez des questions. Tac, attendez, il y a un truc qui vient d'arriver. C'est quoi écrit en dessous de gamma? C'est 1. Supérieur à 1, oui, attendez, parce que j'ai gribouillé un peu. Là, j'ai écrit supérieur à 1. C'est juste pour que le log de gamma soit lui-même positif. On ne pouvait rien faire si on isolait bouteille plus R. Alors si, mais le fait d'isoler bouteille plus R, ça rend le calcul un peu plus technique. Donc on peut faire ça, on peut faire le premier principe sur le système bouteille plus R. Dans ce cas-là, vous allez faire le début exactement pareil. Par contre, donc quand vous allez calculer le travail, cette fois-ci votre système il passe du volume V1 plus V0 au volume V1. Donc du coup on a encore la variation de volume V0. Donc on peut recalculer le travail comme ça. D'accord Alexis? Par contre, le piège avec le système bouteille plus R, c'est de dire ok, c'est un système pour lequel la pression extérieure vaut P0 elle est constante, donc on va dire que c'est une transformation monobar. Et on va écrire delta F égale 0. Ça marche pas parce que en fait c'est un système dans lequel l'état initial est un état contraint. Le fait que le gaz soit à l'extérieur et pas à l'intérieur, c'est lié au fait qu'il y a la présence du bouchon. Donc ça s'appelle un état contraint. Et pour avoir une bonne transformation monobar, il ne faut pas que l'état soit contraint. Ça, c'était pour Hugo. Alors, je réponds dans le désordre. Lucas, il n'y a pas d'inhomogénéité de température. Oui, sauf qu'en fait, définir la température du vide, c'est pas super pertinent. Moi, je préfère... ça se voit mieux que c'est une inhomogénéité de concentration ou de pression. D'accord? Charles, gamma est toujours supérieur à 1. Oui, parce que gamma, c'est avec la relation de Mayer, c'est Cp sur Cv, et Cp est toujours supérieur à Cv. Donc oui, gamma est toujours supérieur à 1. D'accord? Etienne, non, c'est pas une inhomogénéité dans le temps, c'est une inhomogénéité à l'instant initial, c'est-à-dire au départ, quand vous regardez votre système à l'instant initial, vous voyez qu'il y a une inhomogénéité de concentration. C'est-à-dire il y a une zone qui est moins concentrée que le reste. Ça peut perdurer longtemps tant que le bouchon est étanche. Mais dès que le bouchon perd son étanchéité, d'un coup, cette inhomogénéité va être levée. D'accord? Hugo, question sur le DM, allez-y. Alors je vais juste couper le film parce que c'est peut-être pas la peine que je filme tout ça. Bon, quoique, allez,